Sora, oui, cette annonce d'OpenAI sur la naissance de cette nouvelle IA générative texte-to-vidéo a fait l'effet d'une bombe. Moi-même, j'ai été très surpris, voire choqué, que de telles capacités arrivent si tôt. Les conséquences d'une telle arrivée sont innombrables, car les possibilités et fonctionnalités offertes par Sora sont très nombreuses. De nombreux secteurs seront bouleversés à jamais, préparons-nous. C'est un peu comme arriver sur une nouvelle planète où tout est à découvrir. Et dans cette vidéo, j'ai envie de parcourir avec vous les caractéristiques et capacités de Sora, ce qu'elles vont permettre ainsi que les questions que pose cette technologie de rupture. Oui, avec Sora d'OpenAI, nous découvrons de manière éclatante toute la puissance d'une IA générative texte-to-image tout à fait crédible pour la création visuelle en mode zéro shoot. Alors, y aurons-nous accès quand? Quels seront les métiers les plus impactés? Quels sont les plans d'OpenAI? Que pouvons-nous faire pour ne pas rester sur le bord de la route de cette révolution? Mais pour le moment, découvrons tout le potentiel de Sora ainsi que ses limites car elle en a. Alors pour cette vidéo, je vais m'appuyer principalement sur deux documents que nous allons parcourir ensemble. Voici le premier et son pendant un peu plus technique ici. Donc on va apprendre pas mal de choses, vous allez voir, au sein de ces deux documents. On va avoir ici beaucoup de démonstrations. Je ne ferai pas tout voir, mais en tout cas, vous aurez des liens ci-dessous en description. Donc voilà, vous pourrez parcourir tout ça vous-même tranquillement. Donc sur ce premier document un peu général, voilà, qui s'adresse au plus grand nombre, qui ne rentre pas trop dans les détails techniques. Voilà, en tête, on a ce banc d'avions en papier hein, qui volent au-dessus des arbres. Bon, déjà, c'est une belle invitation, je dirais, à aller voir plus loin. Et effectivement, Sora, c'est quoi? C'est créer une vidéo à partir d'un simple texte, d'une invite, de quelques mots. Donc c'est un modèle IA qui se veut capable de créer des scènes complexes et imaginatives à partir d'instructions textuelles. Donc ça, nous le savons déjà, mais effectivement, leur but en quelque sorte, c'est que à partir de ce texte, eh bien, le monde physique puisse être simulé ou pourquoi pas extrapolé. Mais en tout cas, voilà, c'est le but aujourd'hui de ces IA génératives, c'est d'aligner ce qu'elles produisent avec la réalité du monde, de faire en sorte que ça soit cohérent. Et une des premières démos que l'on a pu voir, c'est celle de cette femme qui marche dans les rues. Alors là, voilà, ça redémarre au début. Le début est vraiment très bien. On voit le contexte des rues de Tokyo, voilà, avec des affichages. Tout y est en termes de lumière, de reflets. Ça fait parfaitement l'illusion, je trouve. Après, on va pouvoir repérer des petits défauts ici ou là, hein, il n'en manque pas, mais d'un premier coup d'œil un peu distrait, eh bien oui, c'est quand même du très beau résultat. Alors ensuite, on a une série ici d'autres vidéos, dont ces mammouths, qui sont bien sympas, mais qui font un peu dessin animé. On a aussi celle-ci qu'on a beaucoup vue, hein, de ces hommes sur une surface gelée avec des scaphandres de cosmonautes, mais des bonnets en laine. Je trouve ça assez excellent. Eh bien, voilà, c'est assez délirant. C'est très cinématographique, hein, c'est aussi ce dont je me suis servi pour l'introduction. Enfin, voilà, on a aussi des choses, voilà, genre vidéo de drone. Et si on n'y prête pas trop attention, ben, ça fait parfaitement l'illusion. Si on regarde évidemment les vagues, bon, y a certaines choses un peu curieuses qui apparaîtront, mais voilà. Et puis on peut être projeté aussi dans le monde de l'animation avec des rendus qui font penser à Pixar. Oui, produire des contenus pour YouTube, c'est vraiment un gros travail. Alors pour m'aider à produire plus de vidéos et soutenir mon travail ici, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial, je vous remercie. On a aussi des choses comme ce fond marin en origami, voilà, on y trouve des poissons, des tortues de mer, etc. Et puis des choses assez étonnantes comme cet oiseau. Alors on le retrouvera un peu plus loin d'ailleurs, ce dernier.
Voilà, on a vraiment plein de choses, là, des bateaux pirates sur un café. Euh, oui, l'imagination au pouvoir en quelque sorte, hein. Et ce personnage, voilà, qui lit un livre sur les nuages. Mais effectivement, on y reviendra, mais je pense que voilà, que la lecture, c'est un bon moyen de faire de meilleures créations IA. Donc voilà pour cette introduction en quelque sorte. Et donc là, il y a OpenAI qui précise que sera est mis à la disposition donc des équipes internes, hein, qui doivent valider le modèle, hein, et l'aligner, mais aussi disponible pour un très petit nombre d'artistes et de créateurs. Et donc, voilà, pour l'instant, ils partagent avec nous, hein, les résultats de leurs avancées, mais ils ne sont pas encore prêts à le partager avec le grand public, parce que, voilà, on se doute bien, il va falloir mettre en place des sécurités. On y reviendra tout à l'heure. Alors, là, on a encore une autre série de vidéos qui nous font voir, bah voilà, la cohérence du modèle à décrire comme ça des scènes finalement, voilà, du Far West ancien, hein, c'est assez délirant, mais aussi des choses comme celle-ci. Là, on peut juger, vous voyez, à la fois du prompt qui a été donné pour cette génération, mais du rendu final, c'est assez exceptionnel, hein. Je veux dire, on n'avait jamais vu de tels résultats. Là, nous voici avec un détail de visage féminin. Et là, on peut voir que le prompt décrit pas mal de choses, hein, et que c'est parfaitement respecté. C'est vraiment très joli. Là, on se retrouve à nouveau dans le domaine de l'animation. Bah, finalement, un très court texte, hein, voilà, a suffi. Et puis, on a pu voir aussi cet exemple de marché, voilà, de Lagos. Alors là, on a vu qu'il y avait des choses un peu étranges dans dans la bascule de plan ici, mais voilà, c'est quand même pas mal au final, mais oui, il y a des étrangetés. Et voilà, une bande de petits pandarous sur une boîte de pétri. Et là, voilà, des tas de choses. Alors ça me fait penser typiquement à des choses, moi, que j'aimerais bien faire parfois. C'est des choses, par exemple, que j'ai faites en 3D par le passé. Eh bien, voilà, là, en quelques mots, on obtient un rendu de cette chose-là de façon très crédible, hein. Vous voyez, c'est deux lignes, et ça peut être très utile. Voilà, on se retrouve à nouveau dans une mignonnerie d'animation. Voilà, bon, il y a encore des petits détails qui coincent, mais c'est pas mal du tout. Alors, là, ils mettent l'accent sur le fait que Sora est capable de gérer des scènes complexes avec plusieurs personnages, des mouvements spécifiques et des détails, que ça soit en avant ou en arrière-plan. Donc, là, on en a un exemple, hein, où on suit cette voiture, donc c'est une Danover, c'est rigolo, dans un paysage de montagne, et on verra que de ce point de vue-là, voilà, si on le souhaite, comme on le voit ici, on a une grande cohérence du plan dans les perspectives, etc. Mais que on peut aussi être très créatif et sur une telle base, eh bien, générer des tas d'autres vidéos dévariantes. Là, c'est pareil, on est toujours dans la simulation du monde physique avec des reflets, voilà, qui sont vraiment excellents, hein. Donc voilà, on sent que Sora en a sous le pied, hein. Ça, c'est pareil, c'est aussi donc de l'IA, de la génération IA complète, hein. On y croit, hein, on y est à cet endroit. Euh, Vous voyez, j'ai pas regardé à tous les détails, mais la cohérence me semble vraiment très bonne. Là, on a une scène quand même assez complexe encore, avec une pieuvre et un crabe. Donc voilà, on sait que ça va pas bien se passer pour le crabe, mais voilà, ça tient le coup à un moment, et puis à un moment, bon, effectivement, là, il y a des choses un peu étranges sur les pattes du crabe, qui ressemblent plus à des tentacules qu'autre chose. Mais voilà, et on retrouve notre bande d'avions en papier. Voilà, on a encore d'autres mignonneries derrière. Et alors, ce qui est important de voir aussi, c'est que le modèle doit avoir une compréhension approfondie du langage, hein, ce qui lui permet d'interpréter avec précision les messages.
Et ça, c'est très important, hein. Dans les prompts, ce qu'il vous faut, ce qu'il nous faut, c'est être précis. Et pour être précis, ben, il n'y a pas d'autre moyen que d'avoir un large éventail de vocabulaire que l'on pourra mettre au service de ces créations. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a une chose qui me semble essentielle, il faut avoir un bon stock de mots pour pouvoir créer les meilleurs prompts. Et là, on en a une... Voilà, l'expression, hein, c'est que la lecture, par exemple, hein, la littérature, lire des tas de choses pour augmenter son vocabulaire, ça me semble essentiel, et c'est chouette finalement que l'IA ait cet effet de bord, c'est que voilà, les meilleurs prompts seront sans doute créés par ceux qui disposent de cette culture du mot, du verbe. Donc ça, je trouve ça assez superbe, hein. Là encore, on a un rendu quasiment cinématographique. Et en termes d'illustration, eh bien, ce sont des images qui sont parfaitement crédibles. Et on voit aussi que dans des rendus comme ça, type 2D quasiment, illustration, eh bien, le modèle est très fort aussi. Donc pour les créatifs, là, oui, il y a des tas de choses... à imaginer, évidemment, hein. On a hâte de pouvoir se servir de tels outils. Et vous voyez, créer des scènes comme ça aussi, c'est assez fantastique. Très chouette. Bon, on en a des tas, on a aussi, évidemment, à chaque fois, des mignonneries, comme ici. Donc, évidemment, il est précisé ici que le modèle actuel a toujours des faiblesses, et on va y revenir tout à l'heure, mais ces faiblesses, eh bien, ils ont les moyens de les régler. Hein. Ici, vous trouverez un certain nombre d'exemples assez frappant, comme cet homme qui se sert à l'envers voilà, d'un tapis de course, mais on a aussi voilà, une génération ininterrompue de renardeaux là, qui sortent de nulle part, vous voyez, donc voilà, là on n'a pas toute la cohérence nécessaire. Ici on pourra tomber sur des choses telles que celle-ci, le début est très bien, mais ça se termine mal. Et puis sur des objets tels que des chaises, regardez ce qui se passe, voilà, des archéologues modernes qui nous sortent des chaises en plastique, du sable, voilà, de feuilles qui se transforment en chaises, enfin bref, voilà, tout cela par contre manque cruellement de cohérence. Donc aujourd'hui Sora est aussi capable de choses pas très sympas, mais on va voir maintenant un peu plus dans les détails ce modèle, et ce que ça veut dire pour nous dans l'avenir. Alors, sur cette page, oui, effectivement, il termine sur le point de la sécurité, effectivement. Il précise que pour l'instant, voilà, le modèle peut sortir des horreurs, hein, et donc en aucun cas, ils ne publieront un tel modèle au public. Donc, tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est l'aligner le mieux possible. Donc effectivement, certains diront le censurer. Bon, moi je pense que de tels outils ont vraiment besoin d'être encadrés, parce que un niveau de réalisme comme ça, voilà, on peut vraiment s'en servir pour le bien, mais aussi pour embêter le monde, quoi. Donc voilà, on passe maintenant à un peu plus de technique et de compréhension de ce modèle. Alors rentrons un peu plus en détail dans le fonctionnement de Sora. On nous l'explique ici dans ce document, et sans être un expert, vous verrez qu'il y a des concepts voilà, qui sont simples à comprendre et qui expliquent la démarche actuelle d'OpenAI et du fonctionnement donc de ce modèle, même s'il reste évidemment une complexité incroyable dessous. Aujourd'hui, l'objectif d'OpenAI sur Sora, c'est donc de simuler le monde physique en quelque sorte, en tout cas que ce modèle soit fiable sur ces points-là, et à partir de ça, on va dire que tout sera possible, on pourra dépasser évidemment cette simulation. Donc on revoit ici en introduction ce que l'on a pu voir tout à l'heure, et donc ce qu'on nous explique ici en gros, c'est que Sora se base aussi sur les transformeurs, des transformateurs qui en quelque sorte vont transformer ici des extraits vidéo, vont être encodés et dans des simplifications vectorisées de ces vidéos, et qu'ensuite eh bien il les temporalise pour garder justement, pour retrouver cette cohérence dans la vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que
Ici, ils utilisent des auto-encodeurs, c'est-à-dire que l'apprentissage de ces modèles ne sont pas supervisés. Il n'y a pas d'étiquetage à faire, dire cette portion c'est ça, etc. Non, c'est fait en automatique et heureusement, je dirais pour eux, parce que c'est vraiment ce qui va leur permettre de traiter des masses de données et de vidéos tout simplement énorme et phénoménal. Donc le travail est simplifié. Là, on nous explique justement cette mise à l'échelle des transformers pour la génération vidéo. Et ce qu'il faut comprendre aussi, en fait, c'est la même technique pour supprimer le bruit, vous savez, de nos photos, de nos vidéos dans certains logiciels qui servent à régénérer les images, les vidéos à partir des espaces latents vectorisés. Donc c'est ça qui est un peu magique dans cette IA, hein, c'est que on va partir du bruit ici pour progressivement, grâce au modèle, régénérer une vidéo qui se tienne, et qui se tienne cette fois-ci temporellement dans le temps. Alors, là on a un exemple justement de cet apprentissage. On a au début de l'apprentissage, vous voyez sur une vidéo de chien et de son maître, quelque chose de particulièrement informe, et voilà, on peut reconnaître vaguement une masse de poils et un bonnet. Au bout d'un certain nombre de calculs, vous pouvez voir que on obtient une cohérence qui est de plus en plus satisfaisante. Hein. Ça, c'est typiquement des choses dont on serait satisfait il y a quelques mois. Et puis, aujourd'hui, eh bien, après un calcul 32x, eh bien, on a quelque chose, franchement, qui tient la route, hein, comme on peut le voir. Si on regarde dans certains détails, bon, il y a peut-être des choses qui coincent au niveau de la laisse, etc. Mais voilà. Ce qui est noté ici, c'est qu'ils ont tenu à ce qu'il y ait une grande flexibilité des encodages. C'est-à-dire que pour les définitions, par exemple, eh bien, les images vont en quelque sorte de 1920 à 1920 en prenant toutes les dimensions intermédiaires, soit dans la largeur ou la hauteur, hein, ce qui permettra donc de créer des contenus qui aillent aussi bien sur un écran d'ordinateur en 16/9 que sur un smartphone. Et ça, c'est effectivement important, puisque certains modèles IA sont vraiment entraînés sur des formats spécifiques dont il est délicat de sortir sous peine d'avoir des résultats pas très sympas. Donc là, on voit un exemple vertical, carré, et en paysage, donc 16/9. Et voilà, ça ne perturbe pas la génération. Là aussi, il y a eu tout un entraînement sur le cadrage. Et oui, c'est-à-dire, voilà, une vidéo qui est bien cadrée et une qui ne l'est pas. Donc on en a un exemple ici. Comme vous pouvez le voir, là, on a des tas d'exemples de génération qu'on ne voit que sur ce document-là. Voilà, avec des images de rue, d'un robot, voilà, qui se promène dans des lieux. Alors à chaque fois, vous voyez, le prompt change ici, hein. Voilà, et on a donc des robots différents dans différents coins du monde. Et ça, c'est du full IA. Là, ce n'est plus un robot, c'est un personnage. Comme vous pouvez le voir, là, il cherche à animer les images issues de DALL-E. Et donc là, on a un exemple voilà, d'un chien généré par DALL-E et ici animé par Sora. Donc voilà, c'est là qu'on se rend compte aussi qu'il y a des choses vraiment très sympas pour les créatifs. Vous voyez, on part ici d'une illustration 2D faite en flat design et on passe à son animation. Et vraiment, c'est très crédible. Moi, j'attends ça avec impatience. Idem pour des choses comme celle-ci. On a vraiment ici plein de choses aussi très intéressantes. C'est la possibilité d'étendre le temps en quelque sorte des vidéos. Dans cet exemple, en fait, ils vont prolonger les vidéos, que ça soit vers l'avant ou vers l'arrière dans le temps. Ce qui fait que ici, ce que l'on va pouvoir voir, c'est que les vidéos commencent différemment, mais terminent de la même manière. Alors regardons. Voilà. En quoi ça consiste. Donc vous voyez que là...
C'est complètement différent sur ces 3 écrans, mais au final, hop, tout se rassemble pour terminer de la même manière. Et ça, c'est quand même incroyable. On imagine ce que cela peut permettre dans les jeux, ou voire même, je sais pas, dans une nouvelle forme de cinéma. Ça permet aussi de créer une boucle infinie, par exemple. Dans cette vidéo que nous voyons ici, vous voyez, là, je vous fais apparaître la ligne de temps. Eh bien, vous allez voir qu'il n'y a aucune rupture, que c'est vraiment, voilà, le TikTok, le short parfait. Regardez bien, vous voyez, il n'y a aucune rupture. Donc, effectivement, on peut avancer ou reculer dans le temps, dans la création. Alors là, il y a un exemple que vous avez vu en introduction, c'est le fait que l'on puisse, pour une même scène, avoir vraiment une très forte cohérence dans les moments, vous voyez. Hein, donc, mais ici, c'est une nature de type montagne, et ici, on a une nature de type jungle. Eh bien, oui, on peut créer des variantes très facilement. Alors, certes, la voiture est un petit peu différente sur les vidéos, mais là, elle va l'être énormément. Mais regardez bien, là, on est dans un milieu urbain, mais la route reste la même, si je puis dire. Donc, on va mettre une vidéo d'entrée, et à partir de ça, générer des variantes qui peuvent être très éloignées de la vidéo de base. Donc, ça, c'est encore d'autres exemples, c'est la connexion des vidéos, c'est-à-dire que là, on va pouvoir passer d'un monde à l'autre de façon en transition douce, parfois, comme vous pouvez le voir dans ces exemples. C'est assez incroyable. Donc là encore, on peut se demander ce que l'on va en faire, mais je pense que oui, on aura forcément des idées à un moment, et le tout, ça sera de maîtriser les mots qui permettront de décrire ces choses-là. Hein. Alors là, on en a un superbe exemple, je trouve, c'est ce caméléon par rapport à cet oiseau, et on voit l'hybride qui en découle. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, on a plein d'exemples, je vous laisserai regarder ça. Et là, en fait, on arrive au moment où on nous explique que Sora, elle est aussi très forte pour générer des photographies, en fait, des images statiques, cette fois-ci en 2048 par 2048, hein, donc ça, c'est la taille maximum, mais évidemment, dans tous les ratios imaginables au sein de cette dimension, et vous pouvez voir ici que les rendus sont très forts. Effectivement, là, on n'est plus dans du DALL-E, hein, c'est vraiment un cran au-dessus. Ça rivaliserait avec du Midjourney, certainement. Et on a vraiment hâte de bénéficier d'une telle qualité dans DALL-E, hein, ou son équivalent, parce que voilà, on n'obtient pas actuellement cette qualité-là. Alors là, on a d'autres exemples hein, qui veulent souligner la cohérence 3D. Parce que effectivement, lorsqu'une caméra se déplace, lorsque l'on suit des personnages qui eux-mêmes se déplacent, eh bien, on a toutes les histoires de perspective, d'évolution d'un paysage qui se découvre, et il faut garder la cohérence à ce niveau-là. Donc là, on a vraiment des exemples qui nous font voir que ce n'est pas encore optimal, hein, puisque là, vous voyez, il y a des problèmes d'échelle, il y a des problèmes physiques, voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Donc voilà, la cohérence à longue distance et la permanence de l'objet, voici des choses encore à atteindre du côté de Sora. On n'y est pas, mais on peut leur faire confiance, hein, ils sont déjà très loin. Là, on voit aussi les interactions que l'on peut avoir entre une action et le résultat. Ici, c'est quelqu'un qui peint, à côté, c'est quelqu'un qui mange. Eh bien, effectivement, ça fait partie des choses difficiles à créer, puisque, par exemple, quand on mange un hamburger, eh bien, ensuite, il doit y avoir des traces de cette morsure. Hein. Idem pour les traces que laisse le pinceau sur la toile. Et ensuite, voilà, il y a aussi la simulation des mondes numériques. Donc là, on peut voir que Minecraft, est
pas si mal de simuler que ça, hormis le fait que, voilà, dans cette simulation, les cochons marchent en arrière, donc effectivement, on n'y est pas encore tout à fait. Un dernier exemple ici de la simulation en mode physique, et là on voit que on n'y est pas. C'est sur ce verre, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, et le verre ne laisse pas passer les liquides, comme on peut le voir ici. Alors pour tout ce que nous venons de voir, et puis la suite, tous les liens vers les documents, les références, je vous les mets en description, bien entendu. Alors, ce que nous venons de voir nécessite d'énormes puissances de calcul, que ce soit pour la création et l'apprentissage de ces modèles, pour le traitement de ces innombrables données. Et donc, effectivement, on a pu voir ces derniers temps, Sam Altman réclamer donc des investissements phénoménaux de l'ordre de 7000 milliards donc pour OpenAI, qui viseraient pour l'essentiel à les rendre indépendants sur la puissance de calcul, notamment de Nvidia, qui aujourd'hui est le grand fournisseur de puces IA, hein. Je veux dire, c'est le leader incontesté, et il faut savoir qu'il y a une quasi-pénurie de ces processeurs. On peut s'attendre d'ailleurs à une montée de nos cartes graphiques, hein, mais évidemment, ce ne sont pas des RTX dont ils se servent chez OpenAI, hein, ce sont la série des grosses cartes de calcul type A100 et autres, mais aujourd'hui, effectivement, Sam Altman discute d'une levée de fonds à hauteur de 100 milliards de dollars, rien que pour la construction d'une usine de puces IA. Alors, il souhaiterait, dans l'idéal, mobiliser entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars pour simuler la production de semi-conducteurs au sens large, parce qu'il y a les puces IA, mais il y a aussi tout ce qui va autour, bien évidemment, et là encore, il pourrait y avoir une pénurie. Alors, est-ce que c'est réaliste? Il faut savoir que l'IA, actuellement, ça pèse environ 527 milliards de dollars en 2023, et on prévoit un doublement du marché à l'horizon 2030. Alors ces sommes sont peut-être extravagantes, mais il est déjà en pourparlers avec des investisseurs, et notamment le gouvernement des Émirats Arabes Unis. Effectivement, ils ont du cash en stock dans ces pays-là, et dans ce plan, ils rêvent d'un partenariat à grande échelle qui impliquerait toute la chaîne, des fabricants de puces aux fournisseurs d'électricité. Alors, pour rappel, en Europe, les investissements donc en IA et dans les nouvelles technos comme la blockchain sont d'environ 1 milliard d'euros par an actuellement, et de 216 millions d'euros pour promouvoir la recherche et l'innovation dans le domaine des semi-conducteurs. Donc c'est par exemple ce que à lui seul Apple prévoit d'investir cette année. Donc on ne peut pas dire que ça soit énorme. Alors autant dire que je crains beaucoup que nous soyons en train de perdre un temps précieux pour l'avenir. Alors en fait, selon certaines études, l'Europe souffre d'un déficit annuel d'environ 10 milliards par rapport au reste du monde, et il faut savoir que l'Europe, justement, par rapport au monde, ne représente que 7% des investissements en fonds propres pour les technologies de l'IA et de la blockchain, contre 80% pour les États-Unis et la Chine réunis. Alors sociétalement et professionnellement, il est clair que de telles capacités de création de l'ordre de l'instantané vont bouleverser plusieurs secteurs de la création. Alors le secteur du cinéma et de l'animation, le secteur des jeux, du marketing, de la publicité et de la communication seront fortement impactés. Mais aussi les photographes, certainement, les vidéastes, les graphistes et les créateurs de contenu devraient dès maintenant s'interroger sur leur métier et ses évolutions rapides. Là où parfois il fallait de lourdes équipes, un important et coûteux matériel, il ne faudra bientôt plus que quelques mots et l'accès à Sora ou un de ses avatars pour créer l'équivalence. Alors, il pourrait donc y avoir beaucoup de matos en vente sur le Bon Coin et ailleurs prochainement. Je ne pourrais donc, comme je le fais régulièrement, que vous conseiller de vous intéresser de près à ces technologies et à ces outils pour vous préparer à demain. Bon, je crois que tout cela se passe de commentaires supplémentaires. Je voudrais juste revenir sur la manière dont ces technologies révolutionnaires remettent en avant les mots et le texte comme éléments de base à la création avec ces outils d'intelligence artificielle. Je crois que cette
est une excellente invitation à lire et à apprendre à élargir notre vocabulaire pour mieux contrôler et diriger ces IA. À présent, je vous invite à regarder ma précédente vidéo. J'y parle d'autres news IA exceptionnelles et d'outils de création basés sur l'IA, vraiment très utiles et inspirantes. Alors en attendant Sora, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.